Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce bilan lecture du mois d'octobre et je vous conseille de vous munir d'une boisson chaude parce qu'il risque d'être long. En effet, j'ai lu 25 livres en octobre. Alors pas tout à fait, il y a des BD, des mangas, mais en tout j'ai 25 livres à vous présenter. Donc encore une fois, munissez-vous d'une boisson chaude parce que le temps risque d'être un petit peu occupé par ce bilan lecture. Donc comme je vous disais, j'ai lu 25 livres et en termes de statistiques, on est sur quelque chose de plutôt cohérent avec ce qu'on a l'habitude de voir sur cette chaîne, à savoir que j'ai lu 7 livres de SFFF, 9 livres de littérature blanche. Donc pour une fois que le ratio est davantage en faveur de littérature blanche que de littérature de l'imaginaire, c'est plutôt une bonne chose. Je suis contente. Et j'ai lu, et j'ai mis ça à part, 2 pièces de théâtre. Ça aurait pu rentrer dans la littérature blanche, mais je trouve que c'est quand même à part. Et 7 BD manga. Et c'est plutôt rare. En fait, je suis en challenge lecture, ce qui explique que je lise beaucoup plus vite et beaucoup plus de BD manga, ce que je fais moins apparaître d'habitude dans mes bilans lecture. En termes de ratio, j'ai lu 14 femmes pour 8 hommes, et si vous êtes bon en maths, ça fait pas 25 puisqu'il y a 3 livres BD manga écrits à 2 mains, donc homme-femme à chaque fois, que j'ai mis à part. Mais on a quasiment 2 fois plus de femmes dans ce bilan lecture que d'hommes, et je suis vraiment contente. En termes de saga, c'est plutôt positif également, vu que j'ai lu moins, on va dire, de SFFF que de littérature blanche en termes de saga. Ça n'a pas été une catastrophe, même si j'ai commencé 2 nouvelles sagas, une courte qui est une duologie et l'autre un petit peu plus longue, je crois, qui fait 3 ou 4 tomes. Mais bon voilà, pas une série fleuve. J'ai continué 3 sagas et on en parlera pour une, mais peut-être que je l'ai clôturée, ça dépend de comment on compte. J'ai fini 0 saga réellement et j'en ai abandonné une. Donc finalement, c'est plutôt positif. Mais vous allez voir dans les bilans lecture de novembre et de décembre que vu mon craquage aux Utopiales, le nombre de sagas en cours risque d'augmenter. Bref, on va d'abord commencer comme d'habitude par la SFFF, puis la littérature blanche, puis le théâtre, puis les mangas BD. La plupart, je les ai pas ici, que j'ai emprunté, donc je vous mettrai les couvertures à l'écran. Je me munis de mon carnet lecture parce que 25 livres quand même à vous présenter. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Premier livre de SFFF que j'ai lu, et pas des moindres, puisque je voulais découvrir L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. J'étais intriguée par ce livre-là, et en plus il rentre dans le Cocorico Challenge. Et le thème, je sais plus si les filles avaient appelé ça comme ça, le thème de septembre, à savoir lire un livre. Ça fait une couleur bizarre quand je le mets à l'écran. Bref, lire un livre de la rentrée littéraire pour septembre, et lui c'était parfait parce qu'il sortait en poche en septembre. Donc voilà, écrit par une femme, de la littérature de l'imaginaire. On adore. Et ici, dans l'Empire des femmes, on est dans une sorte de réécriture de la Grèce antique ou la Rome antique, on sait pas trop. Et en fait, les femmes dirigent le monde, et dans une matriarchie assez dure. Mais quand on est une femme, on a un peu la vie belle. Ou en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté au début. Les hommes ne servent qu'à se reproduire et à faire les tâches ingrates, notamment les tâches domestiques, travailler dans les mines, et en fait ils sont esclaves. La plupart des hommes vivent en fait sur une île au large de la capitale, et une fois par an on va sélectionner je sais plus combien d'hommes pour qu'ils s'affrontent, et en fait les survivants de ces hommes là vont pouvoir s'accoupler avec les nobles femmes de cette matriarchie. J'ai vraiment bien aimé, c'est un roman jeunesse, et pour le coup c'est assez jeunesse, mais là ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on prend pas les jeunes pour des billes. En fait on aborde des thèmes difficiles, et j'ai trouvé que très souvent dans mes lectures sur la matriarchie, on n'arrivait pas à rendre compte du patriarcat par un jeu de miroir. Et là j'ai trouvé que franchement les violences patriarcales étaient tellement bien rendues par ces violences matriarcales que j'ai bien aimé. Et donc pour l'histoire, on va suivre évidemment un jeune homme et une jeune femme qui n'est pas aveuglée par cette propagande du régime, une fille d'une très haute dignitaire. Je sais plus comment elle est appelée, mais en fait la fille quasiment de la présidente
de ce royaume, de cette matriarchie. Leur destin s'entrecroise d'une manière que j'ai trouvé plutôt sympathique. Je vais pas vous le raconter là, mais ce qui m'a vraiment marqué dans ce roman, au-delà de cette histoire, c'est comment l'écriture de cette matriarchie fonctionnait pour dénoncer ce que moi j'ai trouvé, à savoir les violences patriarcales, la nécessité d'avoir un régime égalitaire, et du coup de mieux comprendre peut-être pour certains et certaines les enjeux et tenants et aboutissants du féminisme. Je lirai le tome 2 avec plaisir quand il sortira en poche. Et donc voilà pour une première duologie. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Tiziri, donc le tome 1 et le sous-titre c'est Le choix d'Astar, écrit par Alexiane Delis, et je l'avais déjà mis dans ma palle, je crois, du Cocorico Challenge. Donc c'est chose faite, il est lu, et là c'est ce que je vous disais, je crois que c'est en 3 ou 4 tomes, je me rappelle plus. Je l'ai lu dans le cadre du challenge, voilà, je vais pas m'étendre sur ça ici. Donc j'avais pas beaucoup d'attentes dessus, et en fait j'ai eu une très bonne surprise à la lecture. En fait, on va suivre une jeune fille, Astar, qui est un petit peu particulière parce qu'elle est albinos, et ça va avoir beaucoup d'influence, notamment parce qu'elle a été beaucoup moquée dans sa jeunesse. Astar, elle vit comme sa communauté dans une sorte de dôme protégé de l'extérieur. Et en fait, l'extérieur, c'est un monde qui est très hostile aux humains, et il reste que cette communauté d'humains et d'humaines. Et en fait, ce qu'elle sait, c'est que les extraterrestres sont venus sur Terre et ont terraformé la planète Terre pour la rendre vivable pour leurs espèces, et du coup beaucoup moins vivable, voire très dangereuse pour les humains et humaines. Et Astar, elle a un rôle important dans cette communauté parce qu'en fait c'est une chasseuse. C'est elle qui va prendre le risque de sortir de cette bulle protectrice pour aller chasser le gibier et le ramener, et en fait c'est grâce à ça que survit cette communauté. Très vite, elle va faire la rencontre de cet extraterrestre, d'un des extraterrestres, et en fait ça va chambouler ses certitudes et surtout tout ce que lui ont appris les anciens et anciennes humaines. Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est la dimension écologique dans ce roman. Vraiment, l'écologie est au centre de tout, de toutes les préoccupations, que ça soit pour les humains, humaines, pour survivre, et du coup une relation différente à cette nature. La relation qu'ont ces extraterrestres avec la nature, et en fait ils vivent en symbiose avec cette nature. Les plantes leur donnent pas que de la nourriture, mais aussi des informations, les aident à se loger, etc. Et j'ai vraiment trouvé que c'était un ode à prendre soin de la nature, à l'écologie, et j'ai trouvé que les messages étaient vraiment très beau et distillé comme ça à plusieurs endroits du texte pour refaire prendre conscience à un public plutôt jeune de l'importance de préserver la nature. Et ça m'a vraiment marqué, moi en tant que lectrice, parce que je me suis dit, enfin on a ces messages là, et surtout ces messages sont divers et pas stéréotypés, parce qu'on peut avoir plusieurs points de vue qui discutent, qui dialoguent, qui sont pas forcément d'accord autour de la manière dont on doit préserver la nature et pour quelles raisons on doit préserver la nature, à savoir du côté des humains humaines, la nature est vue comme un garde-manger, mais du coup, même si on prélève de quoi se nourrir, il ne faut pas l'épuiser, sinon on n'aura plus de quoi se nourrir tout simplement. Alors que du côté de l'autre espèce, on a une relation, comme je vous le disais, plus en symbiose, et du coup considérer les animaux, les plantes, les arbres comme des espèces sentientes qui ressentent aussi et qui ont une certaine conscience, et donc on doit les protéger à ce titre-là. Et j'ai trouvé vraiment ça intéressant. On sort du schéma manichéen, à savoir il faut protéger la nature ou il ne faut pas la protéger, et là on tombe d'accord sur le fait de la protéger, mais pas pour les mêmes raisons. Et sans vouloir vous spoiler le livre, évidemment que Astar va cheminer dans ces idées-là, et nous aussi avec elle, et j'ai vraiment trouvé que, c'est le deuxième point fort de ce livre, que l'univers construit, que le world building dans ce livre était très original par rapport à ce que moi j'ai pu lire, parce que le conflit du coup qui oppose humain-humaine versus cette autre espèce se résout d'une manière que j'ai trouvé très originale, et du coup je vais pas la dire ici sinon le livre perdrait de son intérêt. Pour une fois, j'ai trouvé ça très intéressant que les humains humaines soient les méchants et méchantes de l'histoire, et le soient au titre des conséquences désastreuses qu'on a pu faire à notre planète et de notre façon plus qu'horrible de gérer nos ressources actuellement sur Terre, et du coup les conséquences que ça a dans l'histoire d'Astar. J'ai vraiment bien aimé ce livre, je le conseille si vous aimez bien la fantaisie, mais surtout ce thème de l'écologie qui m'a vraiment marqué, et que
je crois pas avoir lu en SFFF et encore moins en SFFF pour un public d'adolescents. Le troisième livre de SFFF que j'ai lu, il s'agit de Runborn, le tome 1, Tir, d'Ariel Holz, qui était aussi dans ma palle du Cocorico Challenge, et donc je l'ai sorti, je l'ai écouté en audio, et heureusement parce que j'ai absolument pas accroché à l'histoire. Je peux pas dire que l'histoire est pas bien, qu'elle est nulle, mauvaise, pas du tout. En fait, j'ai été imperméable à cette histoire. Les personnages ne m'ont pas touchée, l'univers ne m'a pas intéressée. En fait, je suis vraiment restée imperméable, extérieure à ce que j'écoutais. Et forcément, mon esprit divaguait, je sautais des passages et quand j'y revenais, je comprenais pas forcément tout. Mais l'auteur n'a pas réussi à m'accrocher, que ce soit dans la construction du jeune homme Tyr, que j'ai trouvé très naïf, et il lui arrivait un peu des passages obligés qu'on retrouve, à mon sens, beaucoup en littérature young adult. Et donc j'ai été un petit peu déçue. Je sais pas si cette ambiance très scandinave, viking, de fin du monde, Ragnarok, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, parce que plus j'en lis, plus je me rends compte que c'est pas des très bonnes lectures pour moi. Et donc tout ça fait que j'ai été, je peux pas dire déçue, parce que en fait c'est pas mauvais et les attentes ont été largement respectées, mais en fait j'ai été imperméable. Voilà, ça m'a pas happé dans le récit, et donc je vais pas continuer cette saga évidemment. Et donc pour l'histoire, il faut essayer de faire les choses dans l'ordre. Pour l'histoire, on a donc Tyr qui vit dans une petite communauté, un petit village. Et en fait, il a une rune sur le bras, je crois, sur la joue, je sais plus trop au début, et son village se fait massacrer, et on lui explique que lui et initialement deux de ses amis doivent rejoindre les autres villages pour rassembler les runes qui feront réapparaître les dieux. Et pour le coup, le thème de la religion dans ce livre-là, et c'est peut-être la première fois, a été le seul thème qui m'a intéressée. J'ai trouvé ça intéressant comment, avec cette histoire de rassembler les runes pour refaire vivre les anciens dieux, donc Thor, Odin, etc., on avait une dimension assez intéressante sur la fin de la croyance des humains, avec une sorte de rationalisation, et comment on pouvait réinjecter donc ici de la magie au sens littéral, mais aussi de la croyance, et une dimension un petit peu hors norme, hors du commun dans nos sociétés plus, et je mets des guillemets, vraiment plus modernes. Les deux autres livres de SFFF que j'ai à vous présenter, j'en avais parlé plus longuement dans un vlog lecture en Provence. Allez le voir, il fait beau, il y a du soleil, de la mer, tout ce qu'on aime, et pas cette grisaille parisienne. En fait, il y a tellement de brouillard à l'heure où je filme que c'est déprimant. Bref, allez le voir pour avoir du soleil et surtout ses avis plus détaillés. Le premier livre donc que j'ai à vous présenter, c'est Dynasty, le tome 2 d'Ilona Andros, que j'ai adoré, et vraiment à chaque fois j'entends pas grand chose de ces livres, mais je suis happée. J'aime vraiment beaucoup le world building, d'urban fantasy, qui est un genre que je lis très peu. J'aime beaucoup ce personnage de Nevada, cette jeune fille qui est pas stéréotypée, qui ne s'intéresse pas qu'à la romance, et que j'aime bien. Et vraiment, encore une fois, cette dimension d'enquête me plaît de plus en plus. Donc pour l'histoire très globalement, et du coup rapidement, je fais que bouger, mais je suis plutôt mal installée aujourd'hui. Bref, dans ce monde d'urban fantasy, il y a des gens qui sont dotés de magie, et les personnes dotées de magie la maîtrisent plus ou moins, mais ont fondé des familles. C'est les gens très riches, les gens qui dominent en fait cet univers, à la fois économiquement et sociologiquement, voire même politiquement. Dans le tome 2, on est dans la droite lignée des événements du tome 1, avec Nevada qui doit enquêter sur la mort de la femme d'un des personnages du tome 1, et de fil en aiguille est toujours aidée de son acolyte un petit peu particulier, à savoir Mads, j'ai oublié son nom. Ils vont continuer à mettre le nez dans le fameux complot qu'on a esquissé à la fin du tome 1. Encore une fois, l'univers m'intéresse beaucoup, et j'ai vu qu'il y avait 5 tomes, donc du coup je vais essayer d'avancer cette saga un maximum. Je la finirai pas avant la fin de l'année, mais j'aimerais bien la finir avant mon prochain bilan de lecture, à savoir en août. J'espère qu'on n'entend pas le bruit de la tondeuse dehors, parce que normalement c'est le mercredi, mais là j'ai l'impression qu'ils ont décidé de le mettre maintenant, tant pis. Autre livre de SF que j'ai pas aimé, c'est La dernière Amazone d'Estelle Faye, où en fait là pour le coup j'ai eu l'impression qu'on me trompait dans ce que
on me proposait de lire, à savoir quelque chose en lien avec les Amazones, les légendes des Amazones et pourquoi pas une porte d'entrée pour parler de féminisme. Et j'ai plutôt l'impression d'avoir suivi Lysia, une jeune fille un peu perdue qui vit des péripéties sans forcément de lien avec les Amazones dans les 70 premiers pourcents du livre et rencontre tous les personnages mythologiques connus. Et j'ai été un petit peu déçue. Je vais pas épiloguer là-dessus, je l'ai suffisamment fait dans ce vlog. Autre livre de SFFF que j'ai lu, et c'est, si j'ai bien pris le bon, c'est bon, le tome 13 de Robin Hood, l'Assassin Royal, donc toujours dans la deuxième époque. J'ai fini cet arc-là, donc toute la deuxième époque. On pourrait dire que c'est une saga terminée, mais moi je compte l'ensemble de l'œuvre de Robin Hood comme une saga. C'est plus simple, et donc là, le tome 13, j'ai chialé, j'ai pleuré, j'ai été bouleversée, je m'en remets pas. Déjà, le tome 12, je vous avais dit que j'étais dans le déni de ce qui s'était passé, et j'étais tellement dans le déni que j'avais oublié qu'il s'était passé ça dans le tome 12. Et donc, surprise au début du tome 13, où je reçois de nouveau ces émotions du tome 12. Et surtout, les événements du tome 13 étaient vraiment trop touchants. Les conversations entre Fitz et le fou m'ont fait pleurer. Je pense que c'est un des trucs les plus beaux que j'ai lus en SF, en fantasy récemment, parce que vraiment, j'ai adoré. On a une très bonne clôture de cet arc narratif là. On a des choses merveilleuses et moi je trouve que c'est un tome parfait pour conclure cette saga et qui montre tout le génie de Robin Hood. Et franchement, lisez l'Assassin Royal. J'ai une préférence pour la deuxième époque par rapport à la première époque, où Fitz du coup est beaucoup plus grand et où je trouve que les enjeux sont davantage intéressants et plus géopolitique, en lien avec le vif et pas le vif. Bref, j'en ai suffisamment parlé, mais lisez l'Assassin Royal, vraiment, j'ai adoré. Et dernier livre de SFFF, d'ailleurs, ça est plutôt de la fantasy que j'ai lu, c'est le tome 2 de Game of Thrones de George R.R. Martin, que je vais pas vous résumer, tout le monde connaît Game of Thrones. Oui, j'avais dit que je lirais un tome par mois, il s'est passé plusieurs mois avant que j'en lise un autre, c'est pas grave. Donc ici, c'est la fin de la première intégrale, ou du premier tome VO. C'est comme pour l'Assassin Royal, c'est hyper difficile ce découpage, mais bref. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très fidèle à la série, donc si vous avez vu la saison 1 de la série, on retrouve les mêmes événements, à savoir la mort de Ned, qui me touche, qui... Vraiment, ce personnage, quelqu'un m'a dit, il est plein de valeurs, mais il est pas fait pour vivre dans ce monde-là. Et j'ai trouvé ça très juste comme analyse du personnage de Ned. Et j'ai chialé, j'ai versé encore une fois ma petite larme à sa mort, comme pour la série, comme dans le livre. Par contre, j'ai un regard un peu plus adulte maintenant sur Ned, et je le trouve effectivement bien naïf pour ce monde, notamment dans ses conversations avec Cersei. Et je suis là, non mais évidemment mec, qu'elle va pas faire ce que tu veux, évidemment qu'elle va protéger ses intérêts et ses enfants, t'es trop naïf, et du coup ça lui cause sa mort. Je vois les événements arriver vu que j'ai vu la série, et j'ai très peur d'y aller, mais en même temps j'ai très hâte de retourner dans cet univers et de découvrir au bout d'un moment les différences entre la série et les livres. Et donc voilà, je vais essayer de continuer à lire un tome par mois. Bref, et c'est ainsi que je clôture cette première partie de vidéo donc sur la littérature de l'imaginaire, et on va passer à la littérature blanche. J'ai ouvert ce mois-ci en lisant Jacaranda de Gaël Faye, que j'ai adoré, et d'ailleurs ça a fait l'objet d'une vidéo où je lisais le livre le mieux noté de ma palle et le livre le moins bien noté de ma palle, et lui c'était à ce moment-là le livre le mieux noté de ma palle, et j'ai vraiment bien aimé. Ici on est après le génocide qui se passe au Rwanda et la guerre civile qui s'ensuit. On a un garçon, j'ai oublié le nom, Milan, voilà, qui retourne plusieurs fois au Rwanda, et grâce à lui on a l'histoire du Rwanda et notamment de l'après, des conflits, et surtout des tribunaux qui ont été mis en place pour juger ces crimes. Et grâce à Milan on apprend du coup l'histoire comme je vous disais, mais aussi on a des questions autour de la transmission, qu'est-ce qu'on transmet, comment, à qui, pourquoi, et surtout les non-dits de cette transmission et la difficile réconciliation, la difficile manière de refaire cohésion sociale dans ce pays qui a été largement déchiré. Pareil, j'épilogue pas parce que ce bilan va être trop long sinon, mais allez voir cette vidéo, le livre est vraiment très bien. Ma pire lecture, ou en tout cas le livre qui était le moins bien noté de ma palle à ce moment-là et qui était dans cette vidéo, c'est La Louisiade de Julia Mailly, je sais pas la prononciation,
Et pareil, j'ai pas aimé, je suis plutôt d'accord avec la note donnée sur Goodreads. Ici, on va suivre plusieurs femmes qui partent de la Salpêtrière, donc en France, à Paris, de cet hôpital, et qui sont déportées sans vraiment leur consentement en Louisiane pour être mariées à des colons français et faire que la colonie se développe, et on va suivre leur vie. J'ai trouvé que le fond historique n'était pas vraiment exploité et que c'était plus un prétexte à que vraiment un roman historique, et ça c'est le point qui m'a le plus déçu. Deuxièmement, les personnages pour moi se confondaient entre elles et du coup j'avais du mal à m'attacher à elles et à suivre vraiment leurs histoires, donc j'ai trouvé ça pareil peu abouti ou pas très abouti. Et les moments de sororité par contre entre elles, ça c'est ce qui m'a marqué, c'est ce que je voulais lire et c'est ce que j'ai eu, et ça j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, pour plus de détails je vous renvoie de la même manière à cette vidéo. En littérature blanche, j'ai aussi lu Avoir un corps de Brigitte Giraud, que j'ai vraiment bien aimé. Alors pour le coup j'en attendais pas grand chose, je ne connaissais pas, et ça a été une très bonne découverte, une très bonne surprise, parce qu'en fait elle va raconter la vie d'une femme, alors peut-être sa vie à elle, à travers le corps. Et j'ai trouvé ça très intéressant, comment on pouvait raconter les différences hommes-femmes, les inégalités hommes-femmes à travers le corps, et comment ce corps était un réceptacle de ces inégalités. Donc ça j'ai trouvé ça très intéressant. Enfin, ça fait écho à des travaux sociologiques sur l'occupation de l'espace par les petites filles qui est différente de celle des petits garçons, mais aussi sur le corps des femmes qui fait l'objet d'une objectivation très importante de la part des hommes, notamment dans l'adolescence et dans la vie d'adulte. J'ai aussi trouvé ça très intéressant, les questions de corps dans les courants féminisme, notamment là elle vit les mouvements pour l'avortement, pour la légalisation de cet avortement, pour la contraception, et comment ça s'inscrit dans le corps des femmes. Donc ça c'est pour ce que j'ai pu lire, et en réflexion sur ce livre je me suis dit qu'à quel point c'était hyper intéressant, parce que le corps c'était pas un espace, c'était pas un objet, une dimension que les femmes s'appropriaient et revendiquaient, notamment du fait de cette socialisation genrée qu'elle évoque et que j'ai évoquée très rapidement. Et du coup je trouvais ça très militant d'écrire l'histoire des femmes, de réécrire cette histoire à travers les corps, d'autant plus qu'elle arrive à montrer que ces corps sont singuliers, et là on a vraiment le corps de cette femme, peut-être de l'autrice, mais en tout cas d'une femme identifiable. On n'avait pas cette impression que les corps étaient interchangeables chez les femmes. J'ai vraiment bien aimé ce livre, qui flirte un peu par moments avec l'essai, mais ça reste un livre de fiction, même si il y a des thèmes très forts dedans, et ça a été une de mes meilleures lectures de ce mois d'octobre. J'ai continué avec un livre qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux cet été, et comme il faisait froid chez moi et que j'étais pas encore retournée à Marseille pour les vacances, je voulais quelque chose qui respire le soleil, la plage, l'eau, enfin tout ce que j'aime et qui me manquait, et donc j'ai décidé de lire Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault, qui est une romance. J'ai dévoré le livre, vraiment je l'ai dévoré. Ça a été une très bonne lecture, pareil j'attendais pas grand chose et j'ai été happée par le récit. Donc dans Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, on va suivre deux sœurs, l'une qui a 18 ans et l'autre qui a 17 ans, et qui sont très différentes l'une de l'autre. On a l'aînée qui est très effacée et en fait qui est en dépression, et personne ne le sait, et elle non plus, elle n'arrive pas à mettre de mots sur son état, sur ce qu'elle ressent, et d'ailleurs pendant une bonne partie du livre elle pense que ce qu'elle ressent c'est normal et c'est une étape de la vie d'adulte. Et on a l'autre sœur qui est beaucoup plus dans le conflit ouvert avec les parents, avec son autre sœur, etc. qui rejette un peu les normes établies, qui rêve que d'arrêter ses études et de partir en Australie. Et donc ces deux sœurs et cette famille vont tous les mois d'août, et elles attendent ça avec impatience, au Pays Basque, et elles rejoignent leur bande d'amis. Et en fait on a l'histoire des deux sœurs en parallèle. La grande sœur qui a rompu avec son amoureux de toujours et qui doit le retrouver, et qui doit du coup comprendre l'état dans lequel elle vit. Et on a la petite sœur qui expérimente, là c'est pas un spoil, sa sexualité, et notamment elle découvre le fait qu'elle est lesbienne. Alors les histoires m'ont touchée, c'était mignon, je me suis attachée au personnage, mais surtout sans que ça soit condescendant de dire ça, mais j'ai lu ça avec un regard d'adulte et un regard peut-être de professeur, et de me dire c'est un livre que je mettrai entre les mains de jeunes ados, parce que je trouve qu'il évoque des moments charnières de leur vie que j'ai peu vu en littérature, donc que ça soit la dépression,
la pression liée à Parcoursup, aux études supérieures, à la pression familiale sur les études, qui est un thème qui malheureusement s'accentue beaucoup avec la réforme du lycée. Et de l'autre côté, l'entrée dans la sexualité, qui est déjà un thème très difficile pour des adolescents, mais surtout les questions homosexuelles qui étaient plutôt bien traitées. Et en fait, c'est ça que j'en retire de ce livre, c'est des thèmes très forts qui parlent aux jeunes adultes, aux adolescents, et que je trouve intéressant pour évoquer le sujet et pour se construire aussi différemment et questionner des choses qui peuvent sembler induites ou obligatoires, plus que les romances qui étaient sympas et les personnages qui étaient intéressants. J'ai trouvé que ça ouvrait le dialogue sur des thèmes qui sont tellement important dans notre société, notamment pour ce public-là, que ce livre m'a vraiment marqué. Et donc je lirai les autres livres de cette autrice, puisqu'a priori c'est quelque chose qui lui tient à cœur, vu qu'elle évoque dans pas mal de ses textes des sujets aussi forts et importants. J'ai continué avec 10 de Marine Carteron. Vous savez que j'aime beaucoup Marine Carteron, que je l'avais découvert avec Pallas. Et là, 10, c'est la réécriture d'un livre que j'ai adoré dans mon enfance, à savoir Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Donc si vous connaissez l'œuvre d'Agatha Christie, ici on n'est pas très loin, on a 3 adultes et 7 adolescents qui sont enfermés sur une île au large de la Bretagne, qui pensent participer à une émission de télé-réalité, et en fait ils vont se faire tuer les uns après les autres. Ils vont se faire tuer, et le lien ici, c'est pas la comptine comme dans l'œuvre d'Agatha Christie, mais c'est en lien avec des contes et légendes, notamment mythologiques, et j'ai vraiment bien aimé ces clins d'œil et cette réflexion et tout ce qu'a pu créer l'autrice. J'ai pas vu le coupable arriver, le ou la coupable, j'ai pas su jusqu'à la fin, et je trouve ça très fort parce que du coup, même en ayant lu l'œuvre d'Agatha Christie, je ne savais pas qui était le coupable, et je trouve que le clin d'œil à Agatha Christie est vraiment assumé et travaillé. J'ai vraiment aimé, c'était un très bon moment de lecture, ça fait pas du tout peur, et encore une fois Marine Carteron m'a convaincue. J'ai également lu après La végétarienne de Han Kang, je sais pas du tout la prononciation, je l'ai lu un peu comme tout le monde parce qu'elle vient d'avoir le prix Nobel de littérature là en 2024 et que je ne connaissais absolument pas. Donc c'est une autrice coréenne, et dans La végétarienne elle va explorer ce thème là. Alors c'est très étrange, vraiment. En fait, on a une jeune femme, une femme d'une trentaine d'années, qui du jour au lendemain, après avoir fait un rêve, décide de devenir végétarienne, et son mari la retrouve au lendemain matin en vidant et en triant son frigo et en jetant tout aliment qui provient des animaux. En fait, je m'attendais à une réflexion sur le végétarisme, sur le pourquoi, le comment, et en fait, pas du tout. Cette dame est perçue comme folle par la société, par ses amis, par sa famille, et on a un récit sur 3 temporalités. Donc ça, c'est la première temporalité, et les 2 autres, on va suivre des personnages de sa famille et en filigrane du coup la vie de cette dame. Le thème du végétarisme pour moi est un prétexte, et je trouve qu'il est peut-être mal amené ou maladroit, dans le sens où faire coïncider encore végétarisme et maladie mentale, je trouve ça problématique. Mais là où le texte est intéressant, c'est comment il traite de la folie, comment il traite de l'incompréhension, de la maladie mentale, et ça c'était plutôt bien fait. Je trouve du coup que c'est maladroit de partir du biais du végétarisme, mais voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était pas marquant. Il y a des scènes qui sont quand même très visuelles, très pour le coup, elle qui marque visuellement, mais vraiment ce récit m'a pas plus touché que ça. Le fait qu'il soit divisé en 3 temporalités, je trouve qu'on sort du récit et on le reprend par d'autres points de vue, et donc on a un autre éclairage, et ça m'a pas convaincue. Donc voilà, je sais pas si je vais continuer à découvrir son œuvre. En tout cas, j'étais plutôt contente de lire une autrice non francophone et surtout non occidentale. J'ai continué mes lectures avec Rue du Passage de Fatima Wassak. C'est une autrice d'essai que j'aime vraiment beaucoup, et là elle s'essaie à la fiction et j'avais envie d'essayer. Rue du Passage, c'est un très court texte, je crois qu'il fait à peine 200 pages, et où on va suivre la rue du Passage, donc une résidence d'HLM dans les années 80, fin des années 80 en France, des événements de la vie d'une de ces familles, et grâce à ça on va en fait donner voix à des
personnes qui sont minorisées, donc des personnes issues de l'immigration, des femmes, mais surtout des enfants, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Le texte en lui-même m'a pas marqué, m'a pas touché, mais j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue militant que ce texte existe et surtout qu'on donne voix à des personnes dans ce contexte d'une France raciste, à des personnes minorisées et surtout à des acteurs clés de cette communauté. Donc par exemple, le passeur de cassettes, celui qui va venir de famille en famille récupérer les cassettes sur lesquelles les familles s'enregistrent afin de les amener, moyennant finances certaines fois, au Maghreb pour que les familles restées sur place puissent avoir des nouvelles de leur famille émigrée et vice versa. Et j'ai trouvé que c'était des personnages qu'on voyait peu en littérature et donc ça faisait du bien de mettre la focale là-dessus. Mais après, le texte ne m'a pas plus touché que ça, encore une fois, et peut-être comme pour la végétarienne, parce qu'on avait une succession de scènes plus qu'une histoire reliée où on aurait pu, je pense, plus s'attacher aux personnages. Et les 2 livres de littérature blanche qui restent, pareil, je les avais évoqués dans mon vlog en Provence. Il s'agit de Maggie O'Farrell qui a écrit Hamlet, et là on est dans une réécriture de la vie de Shakespeare qui a eu notamment 2 jumeaux, un garçon et une fille, et que ce serait passé si c'était pas le garçon qui mourait de la peste, mais la petite fille. Et moi j'ai pas compris en quoi ça changeait l'histoire, vraiment pas. Donc je suis un petit peu restée sur ma faim sur ce point-là et je pensais que vraiment la dimension féministe allait être plus importante. Pour plus de détails, allez voir ma vidéo. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que Shakespeare, qui est au cœur du livre, ne soit jamais mentionné, il ne soit mentionné que comme le mari de, l'homme qui fait ça, etc. Et ça, c'est plutôt fort. Et l'autre livre que j'ai lu en Provence, c'est Les femmes n'ont pas d'histoire d'Amy Jo Byrne, où là, on va suivre dans une communauté reculée dans les montagnes américaines la même histoire, vue au début par des points de vue uniquement masculins, puis dans une deuxième partie avec des points de vue uniquement féminins et en fait voir que la focale ne se met pas au même endroit et ça c'est plutôt intéressant et j'ai trouvé le livre plutôt convaincant. Bon, il nous reste à parler des pièces de théâtre très rapidement. J'ai lu Dehors devant la porte de Wolfgang Borchert. Je sais pas comment ça se prononce, c'est un auteur allemand et ce livre m'avait été conseillé dans le cadre de ma vidéo 12 livres conseillés par 12 amis. Et ici donc pièce de théâtre et le sous-titre c'est une pièce qu'aucun théâtre ne voudra jouer et que personne ne voudra voir. Et j'ai vraiment bien aimé. En fait on va suivre un soldat allemand qui rentre de je sais plus quelle guerre, la première je dirais, mais je suis pas hyper sûre que ça soit pas la deuxième guerre mondiale. La société ne veut pas de lui et on a une société très guerrière, très impérialiste, mais qui veut faire la guerre et qui promeut ces valeurs-là. Mais par contre, quand les soldats rentrent en Allemagne, ici, ils sont rejetés, leur famille est morte, ou alors ils n'ont plus de nouvelles de leur famille, ils n'ont plus de travail, personne ne veut les embaucher, ils se retrouvent pauvres mendiants, mais du coup la mendicité est réprouvée. Donc voilà, et j'ai trouvé ça intéressant comment on a une critique de cette société guerrière, impérialiste, et les personnages sont aussi très intéressants parce qu'on a ce soldat qu'on rencontre, mais on a aussi des situations très ubuesques. Il discute avec des fantômes, il y a des fantômes qui l'aident, qui le sauvent du suicide, ça c'est le début de la pièce. Donc voilà, ça m'a beaucoup marqué dans cette critique anti-guerre dans cette société allemande. Encore une fois, c'est du théâtre, ça se lit très vite. Et j'ai beaucoup aimé. Une bonne découverte. Une dernière pièce de théâtre, mais ça j'en avais parlé un petit peu. Je voulais lire Hamlet du coup de Shakespeare pour mieux comprendre le livre de Maggie O'Farrell et en fait j'ai pas mieux compris. Donc j'abandonne là. D'ailleurs si vous avez mieux compris que moi, allez-y, dites-moi parce que tout ça ne s'éclaire pas. Je vais vous résumer Hamlet. Hamlet c'est l'histoire d'un prince au Danemark dont le père, le roi, est mort et son oncle reprend le trône en épousant sa mère et un jour le fantôme de son père lui explique que tout ça est un complot et Hamlet va se mettre en tête d'exposer le complot pour punir son oncle et par conséquent sa mère. Donc voilà pour l'histoire. J'ai bien aimé, c'est pas ma pièce préférée de Shakespeare. J'ai bien aimé, j'étais contente de la lire, de la découvrir et surtout de découvrir le personnage d'Ophélie qui, oh mon Dieu, a une vie atroce de femme objectivée. C'était vraiment horrible pour elle et je voulais surtout la lire pour mieux comprendre l'œuvre de Maggie O'Farrell encore une fois.
mais ça ne l'a pas fait. On passe au BD manga. J'ai lu le tome 5 et le tome 6 du seul manga que je lis, à savoir, en plus là c'est des intégrales, 20th Century Boy de Naoki Urasawa, qui est un mangaka japonais très connu, et notamment cette saga de manga est très connue. Et en fait, je vous résume les premiers tomes. On suit une bande de jeunes garçons, quand ils ont une dizaine d'années, ils vont écrire un récit de fiction dans lequel ils prédisent la fin du monde avec plusieurs étapes. Et 20 ans plus tard, toutes ces étapes se produisent et on a la fin du monde avec un parti autoritaire qui arrive au pouvoir, le parti de l'amitié, et un homme anonyme à la tête de ce parti. Et du coup, les héros enfants qui deviennent adultes sont accusés de commettre ces attentats et cette fin du monde, ce qui va bien servir le parti de l'amitié pour créer cette dictature. Et donc on a plusieurs personnages à plusieurs époques différentes, ça peut perdre un petit peu, qui vont enquêter pour savoir qui est ami et déjouer en fait ce complot. J'aime vraiment beaucoup, c'est palpitant. À chaque fois, il y a du suspense et je suis là, non. Et les films s'emboîtent, s'entrecroisent, c'est assez difficile à suivre. Je vous conseille du coup d'enchaîner les tomes et de ne pas faire comme moi, d'attendre 6 mois entre chaque tome. Mais c'est incroyable, j'ai trop hâte de savoir la fin et là je les ai dévorés et j'ai vraiment qu'une envie, c'est de savoir qui est Ami. C'est juste que j'ai pas le réflexe d'aller vers les mangas, surtout que ça coûte plutôt cher et que ça se lit très vite. Donc voilà, mais c'est mon manga préféré. Mais c'est le seul que je lis d'ailleurs. Bref, en termes de BD, il y en a pas mal. J'ai commencé par lire La commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz, que j'ai vraiment bien aimé, très fidèle au livre qui avait été un de mes coups de cœur. Et j'ai adoré me replonger dans cette histoire, elle m'a émue. Après, c'est toujours le débat entre adaptation en BD et roman. J'ai préféré le roman parce que ça prend plus son temps, mais c'était une très bonne adaptation et les couleurs étaient vraiment très jolies. J'ai continué avec Ladies with Gun. Alors, je sais pas qui est au scénario et au dessin, mais co-rédigé par Anne-Laure et Olivier Bocquet. J'ai bien aimé sans plus, je continuerai pas la suite. Par contre, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Et ici, on va suivre plusieurs femmes, donc une femme amérindienne, une femme noire, une femme blanche, qui sont aux prises en fait avec les hommes et cette société ultra patriarcale. On est pendant la colonisation de l'Amérique et la conquête de l'Ouest, et qui vont se défendre notamment en créant un groupe de femmes solidaires, sororales, et elles vont manier des armes. Voilà pour la petite histoire. J'ai bien aimé, mais sans plus. Troisième BD, j'ai lu Virginia Woolf de Liuba Gabriele, je sais pas comment ça se prononce. J'ai été partagée dans la lecture de cette BD. En fait, je trouve que c'est trop succinct en termes de biographie de Virginia Woolf, et surtout, en fait, on n'a que Virginia Woolf au prisme avec son histoire d'amour avec cette jeune femme dont j'ai oublié le nom. Tout tourne autour de cette histoire et je trouve que c'est pas très juste parce que elle a écrit plein de livres vraiment incroyable, Virginia Woolf, et qu'on aurait pu mettre l'accent sur le fait que c'était une femme écrivaine à son époque, ce qui n'était pas évident, qu'elle avait un arrangement avec son mari pour publier et que son mari était au courant de cette relation extra-conjugale lesbienne, et comment tout ça en fait c'était ultra moderne à l'époque, et pas juste mettre l'accent sur le fait qu'elle est amoureuse d'une femme qui part. Je trouve ça assez réducteur. Par contre, les dessins étaient magnifique. Vraiment, les vagues dessinées pour le livre du même nom de Virginia Woolf étaient incroyables. Et franchement, les dessins sont les plus beaux dessins que j'ai pu voir là dans ce mois d'octobre en termes de BD. J'ai envie d'aller voir, je l'ai toujours pas fait, si cette illustratrice fait des dessins qu'on peut acheter, des illustrations, parce que franchement c'était magnifique. Dans la même optique et des dessins magnifiques, j'ai lu la BD sur Georgia O'Keeffe de Lucas De Santis et Sarah Cohn. Les dessins étaient magnifiques et on avait là pour le coup la vie de Georgia O'Keeffe qui était résumée. Georgia O'Keeffe, elle va se marier avec
je sais pas s'ils sont mariés, mais en tout cas elle a une longue relation avec un monsieur qui dirige une galerie très connue d'art aux États-Unis. Et en fait, il meurt et elle doit gérer l'administratif de tout ça. Et c'est le moment de revenir sur sa vie sentimentale avec ce monsieur et du coup sur ses tableaux. Et du coup, comment on peut analyser ces tableaux au prisme de cette relation, mais surtout aussi de s'en détacher. Et j'ai trouvé ça très beau. Georgia O'Keeffe, pour moi, c'est une de mes peintres préférées. C'est magnifique. Et là, la BD lui rend hommage, que ça soit dans le choix des couleurs, dans les reproductions des tableaux, et j'ai trouvé ça intéressant. Après, encore une fois, on peut peut-être questionner l'angle d'attaque. Et dernière BD que j'ai à vous présenter, c'est Storyville, l'école du plaisir de Lauriane Chapeau et Loïc Verdier, où là on va suivre l'histoire d'une maison close en Louisiane et d'une jeune femme qui veut absolument rentrer dans cette maison close. Et en fait, toute cette partie-là de la BD m'a un petit peu ennuyée, mais il y a un retournement de situation à un moment donné où les prostituées vont décider qu'elles ne sont pas juste des objets pour le plaisir des hommes, mais qu'elles peuvent en fait se faire plaisir à elles-mêmes, mais surtout l'apprendre aux autres femmes et apprendre aux hommes qui viennent les voir comment ils pourraient écouter le plaisir féminin et en prendre soin et procurer du plaisir chez ces femmes, que ce soit des prostituées mais aussi leurs femmes à la maison. Et j'ai trouvé que ce retournement était incroyable, que c'était très drôle, très féministe et que ça faisait du bien à voir, et il y avait des représentations de vulve, de clitoris dans la BD et j'ai trouvé ça très cool. Bref, voici pour ce long bilan lecture. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez fait de bonnes lectures au mois d'octobre. Et encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je suis désolée pour les bruits de tondeuse dehors. Mais normalement, ils sont pas censés tondre le mardi. Bref, et je vais arrêter là. Encore merci et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!